À quoi ça servirait et comment on ferait pour donner son DL en plus l'infini? Alors d'abord, quand x tend vers plus l'infini, la fonction f de x ici, elle tend vers quoi? Vers plus l'infini. Oui, très bien. Donc, si ça tend vers plus l'infini, ça veut dire que mon DL sera forcément généralisé, puisque un DL étant un polynôme, et si ça tend vers l'infini, c'est que ce n'est pas la constante à laquelle je m'attends. Comment on fait un DL en plus l'infini? J'ai eu le temps que de vous donner une indication très rapide, mais elle est dans le cours quand même. Quelqu'un s'en rappelle? On pose U. Ouais, U égale quoi, monsieur Dong? Ah oui, Madame Mukengechi, c'est très bien. On pose U égale 1 sur X. Je vous rappelle que quand on n'est pas en 0, quand on est en 0, tout va bien, hein. X tend vers 0, pas de problème. Quand X tend pas vers 0, on cherche toujours à trouver un U qui, lui, tend vers 0. Donc, par exemple, quand X tend vers 2, on va poser U égale X moins 2. Quand X tend vers pi sur 4, on pose U égale X moins pi sur 4. Avec l'infini, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne va pas poser U égale X moins l'infini, ça ne veut rien dire. Mais on s'en sort parce qu'on pose U égale 1 sur X. Quand on pose U égale 1 sur X, vous voyez que quand X tend vers l'infini, ben U tend vers 0. Ça va? Donc voilà, c'est un réflexe. DL en l'infini, je pose U égale 1 sur X. C'est le principal à savoir. À la rigueur, si vous êtes un peu débrouillard et que vous savez que ça, vous pouvez vous en sortir. Bien sûr, je vous conseille de vous entraîner un petit peu parce que ça fait pas de mal. Alors, la fonction f de x, ça devient ça. Parce que x égale à 1 sur u. J'ai rien qui tend vers 0 parce que tout tend vers l'infini, mais si je factorise ce qui tend vers l'infini, par exemple, dans la racine carrée, 1 sur u carré, ça tend vers l'infini. Si je factorise ce qui tend vers l'infini, si je factorise ce qu'on appelle la divergence, pardon, j'ai cru une bêtise. Je vais obtenir des trucs qui tendent vers 0. Ah. Regardez ce que je suis en train de faire là, tiens. Racine de 1 sur u carré, ça fait 1 sur valeur absolue de u. Alors, j'oublie pas les valeurs absolues, parce que maintenant, je suis en deuxième année. Facteur de 1 plus u carré, moins 2 sur u. Ça va? Oui. Alors, je vais pouvoir faire un DL de quoi? De tout ça, là. Je peux pas faire un DL de tout, parce que ça n'a pas trop de sens, mais il y a un petit bout où je peux faire un DL avec mon u qui tend vers 0, là. Bah, de la racine, non? Bah oui, de la racine, oui. Je vais faire un DL de la racine. Je vais le... Qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire à l'ordre... Alors, vous voyez, j'ai besoin de me débarrasser de cette valeur absolue. Si je suis en plus l'infini, u est positif. Donc, à ce moment-là, f de x, c'est égal à 3 sur u, plus 3 demi de u, plus u epsilon de u, moins 2 sur u. 3 sur u moins 2 sur u, ça fait 1 sur u. Si je suis en moins l'infini, u est négatif, donc la valeur absolue c'est l'opposé, donc moins 3 sur u, moins 3 demi de u, plus u epsilon de u, bon, moins 2 sur u, et ça fait moins 5 sur u, moins 3 demi de u, plus u epsilon de u.
Je reviens à x parce que c'est une fonction de x. Donc x, c'est 1 sur u. X plus 3 sur 2x plus 1 sur x epsilon de 1 sur x. Est-ce que je suis étonné d'avoir l'erreur de 1 sur x, la epsilon de 1 sur x? Donc ce qu'on met dans une fonction epsilon, ça doit toujours tendre vers 0. Donc bien sûr qu'on n'est pas surpris de trouver 1 sur x dans la fonction epsilon, puisque x tend vers l'infini. C'est 1 sur x qui tend vers 0. Donc tout est normal. Nous sommes face à un DL, à deux d'ailleurs, DL généralisé en l'infini. Et ces DL généralisés en l'infini, ils se présentent exactement comme des DL normaux, sauf que c'est pas des puissances croissantes de x, c'est des puissances décroissantes de x. Ah oui, parce que x, il tend pas vers 0, mais il tend vers l'infini, donc c'est l'inverse. Et ils sont quand même généralisés, parce qu'il y a des termes qui tendent vers l'infini au début. Comme dans un DL généralisé en 0, ça commence par 1 sur x. 1 sur x tend vers l'infini quand x tend vers 0. Là, x tend vers l'infini, ça commence par des termes qui tendent vers l'infini. Et puis après, il y a des termes qui tendent vers 0. Le premier terme qui tend vers 0, c'est 3 sur 2x, par exemple. Alors, là, on a trouvé deux DL généralisés, le premier en plus l'infini, le second en moins l'infini. Est-ce que vous avez une idée de l'information très importante que ça nous donne à propos de la fonction f de x, d'avoir découvert ces DL généralisés en l'infini? Ça donne quelle information sur la fonction f de x, un DL autour d'une valeur quelconque que j'appellerais x0? Le DL autour de x0, il a permis quelque chose graphiquement qu'on a vu la semaine dernière. Il permettait de faire quoi? De tracer quoi? Il nous a permis concrètement de tracer une tangente. La une tangente. tangente et ensuite la position de la courbe par rapport Ah, sa tangente. à sa tangente. Disons que la limite en plus l'infini, ça correspondrait par rapport à un point, à la valeur de la fonction. Quand on donne non seulement la tangente, mais en plus la position de la courbe par rapport à la tangente, on donne un peu plus que la valeur de la fonction au point x0. On donne quand même beaucoup plus d'informations. En plus, l'infini, c'est la limite. Si on faisait tous cinéma pour avoir la limite, je vous dirais, rentrons chez nous, ça fait plus l'infini, la limite, on l'a dit dès le début. Donc non, on ne va pas donner que la limite. Mais qu'est-ce qui peut ressembler à une tangente en plus l'infini? C'est pas une tangente en plus l'infini, on voit bien qu'on ne peut pas aller vraiment en plus l'infini. Mais c'est... L'asymptote. Ah, une asymptote. Un DL en plus l'infini, généralisé, ça va nous donner l'équation de l'asymptote en plus l'infini, que ce soit une droite ou pas, et ça va nous donner la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Et d'ailleurs, vous l'avez sous les yeux pour la fonction qu'on a prise en exemple ici. Tout ce qui ne tend pas vers 0, c'est l'asymptote. Et le premier terme qui tend vers 0, il vous donne la position par rapport à l'asymptote. Ça va? On va les tracer. Par exemple, la première asymptote, elle est assez simple. C'est la droite y égale x. En plus l'infini. Ça va? Le jaune. Oui. Et puis la courbe, elle est au-dessus ou en dessous, d'après vous? Oui, le terme vert de la première équation, il tend vers 0. Ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est normal, parce que s'il ne tendait pas vers 0, ben, on n'aurait pas une asymptote. Regardez, en jaune, c'est tous les termes qui ne tendent pas vers 0. En vert, c'est le premier terme qui tend vers 0 de mon DL généralisé. Donc en jaune, c'est l'asymptote, ça ne tend pas vers 0 puisque c'est l'asymptote.
Par contre, en vert, c'est la différence entre f de x et l'asymptote. Ça, forcément, ça tend vers 0, puisque le principe d'une asymptote, c'est que la fonction, elle s'en rapproche. Donc la différence entre les deux tend vers 0. Donc on est tout à fait rassuré, c'est vrai, que 3 sur 2x tendent vers 0. Mais est-ce que la courbe sera au-dessus ou en dessous de l'asymptote? C'est ça ma question. C'est la première équation jaune et verte. F de x, c'est le jaune plus vert. Le jaune, c'est l'asymptote. Si vert est positif, jaune plus vert est plus grand que jaune. Si vert est négatif, jaune plus vert est plus petit que jaune, donc on est en dessous. Mais là, en plus l'infini, vert, il est positif. Donc on est au-dessus. Ça va? On a dû séparer le cas plus l'infini et le cas moins l'infini parce que on avait une valeur absolue. La valeur absolue, elle venait de la racine carrée de u au carré, un peu plus haut. Et bah, comme vous n'êtes pas des perdreaux de l'année, quand vous voyez racine carrée de u au carré, vous ne dites pas ça fait u sans réfléchir. Vous savez que ça fait valeur absolue de u. On a traîné un peu cette valeur absolue, puis au bout d'un moment, on s'est dit bon, bah, on peut pas rester avec une valeur absolue tout le temps. Donc on va dire en plus l'infini, bah, c'est positif, donc valeur absolue de u égale u. Et en moins l'infini, valeur absolue de u, c'est moins u. Donc voilà pourquoi on a changé à un moment donné. Alors maintenant, quand je suis en moins l'infini, mon asymptote d'abord, c'est pas la même. Mon asymptote, c'est moins 5x. Moins 5x, c'est pas pareil, hein. Alors l'asymptote, c'est moins 5x. En moins l'infini, ma courbe, elle est au-dessus ou en dessous de l'asymptote? Oui, elle est tout à fait au-dessus, c'est bien, M. Sivarajou, parce que moins 3 sur 2x, comme x est négatif, x négatif et moins 3,5, ça fait du positif. Et donc, on est au-dessus. Donc, ça fera quelque chose comme ça. Entre les deux, je ne sais pas, mais le DL généralisé en plus l'infini m'indique quand même une chose incroyable. Il m'indique les asymptotes. C'est compris? Vous voulez qu'on fasse un autre exemple? Oui. Je vais vous laisser je vous le pose, puis je vous laisse le chercher un peu, bien sûr. J'ai... Vous me faites d'abord, sans trop réfléchir, un DL généralisé en plus l'infini de G. Ça va passer par le fait de poser U égale 1 sur X, de faire factoriser tout ce qui tend vers l'infini, faire le DL en 0 de cette nouvelle fonction que vous aurez sous les yeux avec U, et ensuite revenir à X en remettant que U égale 1 sur X, et puis là d'interpréter en termes d'asymptote, voire de courbe asymptotique, parce que là, l'asymptote jaune de tout à l'heure, c'était une droite, mais peut-être qu'on pourrait trouver autre chose, comme une parabole, je ne sais pas. En tout cas, tous les termes qui ne tendent pas vers l'infini, ce sera l'équation de l'asymptote ou de la courbe asymptotique. Et le premier terme qui tend vers 0, qui est le dernier terme qui nous intéresse, nous permettra de positionner la courbe par rapport à cette asymptote. Je vous laisse... je vais vous laisser quand même 10 minutes, jusqu'à 16h32, parce que c'est difficile comme exercice. Mais bien sûr, vous pouvez échanger dans le chat, je peux répondre à votre question. Ouais, mais c'est pour commencer. Vous nous envoyez comment on commence, hein? Ouais, mais j'ai pas écrit grand-chose, quoi. Parce qu'il n'y a rien écrit, en fait. D'accord. Vous avez même pas écrit U égale 1 sur X, par exemple, parce que... On me l'a conseillé, j'ai demandé de l'aide, mais bon, je sais pas trop pourquoi.
Et ben parce que on veut tout ce qu'on sait faire, nous, c'est des DL en 0. Mm. Et donc, il nous faut toujours une variable qui tend vers 0. Quand on a voulu faire un DL en pi sur 4, on a posé u égale x moins pi sur 4, parce que u tend vers 0. Là, on l'infini, on n'a pas trop le choix que de poser 1 sur x, parce que du coup, ça tend vers 0. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. On pose u égale 1 sur x, et alors g de x, c'est pas g de u, hein. G de u, ça nous intéresse pas, on n'a rien à faire. Hein. Nous, on veut g de x. G de x, ça s'écrit comme ça. Pardon. Vous avez vu apparaître le 1 sur x, non? Ouais, c'est bon. Oui. Oui, là, je crois, c'est bon. Ouais. On va pas crier victoire non plus, parce que... Voyons voir. Donc, vous le voyez, le g de x qui est en dessous. Oui. Ok, tout va bien. Donc je remplace x par 1 sur u, hein. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis ce que je vous disais, c'est qu'on factorise tout ce qui diverge, c'est-à-dire tout ce qui tend vers l'infini. Donc je factorise 1 sur u puissance 6. Et en bas, je factorise 1 sur u. Alors, racine de 1 sur u puissance 6. Il y a encore des valeurs absolues qui traînent. Ça va pas, ça nous emmerde, mais c'est comme ça. Donc, 1 sur valeur absolue de u puissance 3 fois u fois racine de 1 plus u puissance 6 plus 2 sur u, tout divisé par 1 plus u. Ouais, c'est bien, monsieur Siri. J'ai sorti le puissance 3 de la valeur absolue parce que c'est pareil, quoi. Puissance 3, ça change pas le signe. Ok. Racine de 1 plus u puissance 6, ça fait 1 plus 1 demi de u puissance 6 plus u puissance 6 epsilon de u. Bon, je m'étonnerais quand même qu'on ait besoin de la puissance 6, mais on verra bien, hein, pourquoi pas. Donc, je vais tout de suite distinguer deux cas. Je vais me passer en plus l'infini. D'accord, pour me débarrasser de cette valeur absolue. Et puis, je vais faire en parallèle ce qui se passe en moins l'infini. Voilà, pour être sûr de ne pas me gourer. Ça va? En plus l'infini, j'ai donc 1 sur u au cube, facteur de racine de 1 plus u puissance 6, plus 2u carré. Et en bas, j'ai 1 sur u, facteur de 1 plus u. Oui? Je sais pas compris. Si, vous avez très bien compris, et vous avez tout à fait raison de corriger mon erreur. Ça va mieux comme ça? Oui. Très Mais bien. monsieur, juste, je l'ai sûrement déjà dit, mais à quoi elle sert cette factorisation? J'ai toujours pas compris. Bah, après, je vais faire des DL en 0. Moi, je sais faire que des DL en 0. U tend vers 0. 1 sur U, il tend pas vers 0, il tend vers l'infini, puisque d'ailleurs, c'était ce qu'on appelait X. Donc si vous factorisez tout ce qui tend vers l'infini, vous le mettez devant, comme ça, vous le garderez devant. Tout le reste, c'est des termes qui vont tendre vers 0, donc vous pourrez faire des DL en 0. D'accord? Ok. C'est pour ça que c'est un principe général qu'on va beaucoup utiliser, parce que dès qu'on a fini les DL, on va faire en fait des développements illimités, c'est-à-dire des séries entières, séries de Fourier, séries numériques. On va faire des sommes infinies. Donc toutes ces idées qu'on a sur les DL, on va les appliquer à des sommes infinies. On va plus s'arrêter à un ordre 3 ou 4, on va aller à l'infini. Donc voilà, donc cette idée de factoriser la divergence pour garder et étudier des machins qui ne divergent pas et donc qu'on peut mesurer et qui peuvent tendre vers 0 et dont on peut faire des DL, c'est une idée très importante. C'est ce que je fais. Ok? C'est pour ça que c'est naturel, enfin ça doit devenir naturel toujours de faire ça. On factorise le machin qui tend vers l'infini, quoi. Ok? Bah après, Ok. une fois qu'on l'aura fait 10 fois. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste? 1 sur u au cube divisé par 1 sur u, il me reste 1 sur u carré.
Et puis en facteur de racine de 1 moins u puissance 6 plus 2u carré divisé par 1 plus u. Et vous voyez, une fois que j'ai factorisé la divergence, bah, ce qui reste là, je peux en faire un développement limité. Visiblement, je suis à l'ordre 6, ça devrait me suffire, mais bon, bah, puisque j'y suis sans effort, je vais y rester. Comment je trouve ce DL? Bah, je vais faire la division, hein. On divise, hein. Qu'est-ce que vous voulez, on n'a qu'à la poser. Donc je pose la division. 1 plus 2u carré moins 1 demi de u puissance 6 divisé par 1 plus u. Bon, bah, ça commence par 1. 2u carré moins moins u, ça fait 3u carré. Il reste 3u cube. Je vais vite parce que comme je sais que Madame Chia le fait en même temps que moi, je suis sûr qu'elle me signalerait s'il y avait une faute. C'est bientôt fini quand même. Heureusement parce que là, on s'ennuie. Alors 1,5 moins 3, 1,5 plus 3, 7 demi, non? 3 c'est 6 demi, moins 1,5 ça fait 5 demi. Monsieur, j'ai une question. On aurait pu ne pas passer par la division, non? On aurait pu faire 1 sur 1 plus u fois le DL, on connaît 1 sur 1 plus u et... Bien sûr, oui, mais il aurait fallu le faire à l'ordre 6 et faire une multiplication de 2DL à l'ordre 6. Oui, c'est ça. Vous aurez pu, oui. Comme vous préférez. Alors, cela dit, je sais toujours pas si c'était vraiment utile d'aller à l'ordre 6. Je redéveloppe tout. 1 sur u carré, moins 1 sur u, plus 3, moins 3u. Tiens, pourquoi je m'arrête là? Parce que je vais surligner en jaune, ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, ça tend vers 3. Donc c'est 3 termes, mais ils ne tendent pas vers 0. Et puis le terme suivant, or je sais qu'en faisant un DL à l'infini, je cherche l'asymptote et la position de ma courbe par rapport à l'asymptote. Alors ici, je m'arrête. Je reprends là, c'est pas du tout moins l'infini. Moins l'infini, vous le faites vous-même. Je reprends là, j'obtiens g de x, je reviens avec x égale x carré moins x plus 3 moins 3 sur x plus 1 sur x epsilon de x. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est l'asymptote en plus l'infini? J'ai bien fait un DL généralisé de g de x. Je me retrouve avec des termes qui tendent vers l'infini, en tout cas des termes qui ne tendent pas vers 0, que j'ai surligné en jaune, et un terme qui tend vers 0, et puis plein d'autres termes qui tendent vers 0, mais que j'ai même pas calculé parce que je me suis arrêté. Tous les autres termes qui tendent vers 0, ils sont infiniment plus petits que 3 sur x. C'est le principe d'un DL à chaque fois. Le terme suivant est beaucoup plus petit que le terme précédent, etc. etc. C'est une approximation de plus en plus précise. Sauf qu'au lieu de partir d'une constante, puis un premier terme qui tend vers 0, puis un deuxième, etc., là, je suis parti d'un terme qui tend vers l'infini, x2, un autre terme qui tend vers l'infini, moins x, un terme constant 3, puis des termes qui tendent vers 0. C'est en ça que c'est un DL généralisé. Oui, monsieur Siri, vous avez raison, la courbe asymptotique, c'est x carré moins x plus 3. X carré moins x plus 3, c'est une parabole. Je vais vite fait faire la forme, comment on appelle ça déjà? Canonique? Ouais, la forme canonique. Qui m'indique quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est une parabole qui regarde vers le haut, qui est décalée d'un demi vers la droite et de presque 3, c'est-à-dire 11 quarts, vers le haut. Alors, je vais faire, mettons que 1,5 c'est là, mettons que 11 quarts c'est là. Oui, c'est de l'à peu près là. Ma parabole, c'est ça.
C'est pas le dessin qui est important, même si on le fait du mieux qu'on peut. Ça va? Et ma courbe, ça c'est mon asymptote. La parabole, c'est une asymptote. Et ma courbe alors? Elle est au-dessus ou en dessous de l'asymptote? Elle est en dessous, parce que si je regarde ce qu'il y a en vert, x tend vers plus l'infini, moins 3 sur x tend vers 0, bien sûr, parce que c'est une asymptote, moins 3 sur x tend vers 0, en restant négatif. La courbe de la fonction g va venir se rapprocher infiniment de la parabole rouge, et vous voyez que là, on ouvre quand même un nouvel horizon. On savait déjà, on avait une méthode que vous avez vue au S1, qui était un peu compliquée et bizarre. Une recette de cuisine pour trouver des branches infinies. Alors on trouvait des asymptotes obliques, enfin. Puis après, de savoir si c'était au-dessus ou en dessous, c'était pas clair. Mais au maximum, on trouvait une droite comme asymptote. Là, n'importe quelle courbe peut être l'asymptote, parce que si vous faites des DL généralisés un peu habilement, vous allez mettre en évidence les termes qui tendent vers l'infini, ce sera les premiers termes. Ça va être votre courbe asymptotique, les termes qui ne tendent pas vers 0, je veux dire. Et puis vous allez aller jusqu'au premier terme qui tend vers 0, après vous arrêtez. Et une fois que vous avez le premier terme qui tend vers 0, il va vous dire si votre courbe elle est au-dessus ou en dessous. Vous atteignez une précision diabolique pour tracer une courbe. D'ailleurs, c'est comme ça que calculatrices et tout ça font pour tracer des courbes. Hein. Donc, est-ce que vous avez compris l'idée? L'idée peut se résumer simplement sur une fiche. Je ne sais pas qui doit faire une fiche, mais en tout cas, ça peut se résumer simplement. L'idée, c'est qu'on pose u égale 1 sur x pour se ramener à une variable qui tend vers 0. Une fois qu'on a fait ça, on factorise ce qui tend vers plus l'infini le plus vite. Quand on a bien factorisé la divergence, ce qui tend vers plus l'infini, si ça diverge, on a bien factorisé ce qui tend vers plus l'infini, bah, le reste, le facteur à côté, il ne tend pas vers plus l'infini. Donc, on a un facteur qui ne tend pas vers plus l'infini, donc qui est défini. On a une variable u qui tend vers 0. On peut faire un DL, on en est sûr. Et on va faire un DL jusqu'à... On va s'arrêter à quel ordre? C'est ça la question. Bah, la réponse, en fait, on l'a un peu là. Ici, regardez la divergence que je vais surligner en rouge. La divergence, on l'a établie à ce stade-là. C'était une divergence en 1 sur u carré. Nous, pour obtenir l'asymptote et la position par rapport à l'asymptote, il faut que... C'est une mauvaise couleur de surlignage, excusez-moi, parce que c'est très foncé. Pour obtenir l'asymptote et la position par rapport à l'asymptote, il faut qu'on ait d'abord, pour l'asymptote, tous les termes qui ne tendent pas vers 0. Pour avoir tous les termes qui ne tendent pas vers 0, sachant que vous avez 1 sur u carré devant, il faut aller au moins jusqu'à u carré. Jusqu'à u carré, ça, vu que ça va être multiplié par u carré, 1 sur u carré, u carré c'est le terme constant en fait, puisqu'il y a 1 sur u carré. Donc il faut aller au moins à l'ordre 2 en u. Et pour avoir le premier terme qui ne tend pas vers 0, pour avoir le premier terme qui tend vers 0, pour avoir le facteur vert ici, il faut trouver l'ordre suivant non nul. C'est-à-dire, après u carré, quel est le premier ordre non nul? Si c'est nul, ça ne nous donne pas d'information. Quel est l'ordre suivant non nul qui va nous permettre d'avoir le premier terme qui tend vers 0, le terme vert? En l'occurrence, c'était u cube, mais si jamais le terme en u cube était nul, il aurait fallu continuer, chercher u4, puis u5, etc. Et une fois qu'on a ça, on redéveloppe, on se retrouve avec un truc qui tend vers l'infini, un truc qui tend vers l'infini, un truc constant, donc en jaune, tout ce qui ne tend pas vers 0. Et derrière, ce qui tend vers 0, le premier qui tend vers 0, ça nous fait l'asymptote, tout ce qui ne tend pas vers 0, et puis le truc qui tend vers 0, ça nous donne la position par rapport à l'asymptote. Ça va? Des questions? Vous êtes mort? Je vous laisse un petit... Monsieur, Oui. juste pour faire un moins à l'infini, par exemple, Oui. on peut pas faire juste un inversement des signes. Ah bah non. Il faut refaire tous les signes.
C'est pas inversement des signes, c'est lui en moins l'infini. Lui. Il y a un moins devant. Vous êtes d'accord, Madame Chia? Oui. Donc lui, il y aurait un moins. Mais là aussi, il y aurait un moins. Parce que 2 sur U, si on le factorise par moins 1 sur U cube, on est obligé de mettre un moins. On ne peut pas garder le plus qui est là. Par contre, là, on garde le moins, on met pas un plus. Vous comprenez le problème? D'accord. Il suffit pas de mettre un gros moins devant. Il faut regarder un peu. Après, ça va être très similaire, hein. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Mais là, il y aura un signe moins là et un signe moins là. Donc, il y aura un signe moins là et un signe moins là. Vous voyez, ça va nous suivre un peu et ça va modifier les choses. Ce ne sera pas la même asymptote, je pense. Mais bon, vous le faites, vous verrez. OK? Ok. On va commencer le premier chapitre du S3. Et ce chapitre s'appelle série numérique. Qu'est-ce qu'on veut dire par série? Eh bien, une série, c'est une somme infinie. Alors, nouveau chapitre, qu'on continuera demain matin par ailleurs, on a encore 2 heures demain matin. Nouveau chapitre qui porte sur les séries. Les séries sont des sommes infinies de choses. Et la première question que je voudrais vous poser à propos de ces sommes infinies de choses, c'est est-ce que vous pensez que si j'additionne une infinité de choses positives, je peux trouver autre chose que l'infini? Moins un 12e? Ouais, ok. Je crois me rappeler d'une vieille référence mathématico-informatique à propos de moins un 12e. Vous avez raison. Vous avez vu ça dans une autre matière ou c'est de la culture générale? Non, c'est une vidéo YouTube. Une magnifique vidéo YouTube. La somme des 1 sur n, non, c'est pas ça? Ou la somme des n, carrément. Des N, ouais, c'est ça. Ah ouais. La somme des entiers. Ouais. D'ailleurs, on pourra le faire, d'ailleurs, mais à la fin du S3, enfin au milieu du S3 seulement. Enfin bon, là, ce sera la fin parce qu'on a pris du retard. Moins un 12e. Il y a plus simple quand même. Mais j'aimerais vraiment que vous me répondiez sincèrement. Est-ce que vous pensez qu'une somme de termes, tous positifs, avec un nombre infini de termes, peut être autre chose que l'infini? C'est positif 0 ou pas? Sincèrement, j'aurais dit non. Bah ouais, vous dites tous non, c'est normal, hein, c'est fait pour ça. Eh bien, nous allons découvrir que oui, grâce à un grec que vous connaissez déjà, parce que tous vos profs de maths vous en ont parlé depuis la première ou la seconde, qui a un nom bizarre puisqu'il s'appelle Zénon d'Élée, et qui a fait un paradoxe sous une forme assez alambiquée, mais qu'on peut simplifier largement. Puisque si jamais vous pensez que non, alors on pourrait démontrer qu'on met un temps infini à parcourir 1 mètre. Pourquoi on met un temps infini à parcourir 1 mètre? Parce que pour parcourir 1 mètre, il faut d'abord parcourir un demi-mètre. Vous êtes d'accord? Et une fois qu'on a... Ouais, c'est Achille et la tortue. Ouais. Mais moi, j'enlève Achille, je me mets uniquement dans le référentiel de la tortue, j'enlève... Il n'y a plus qu'1 mètre à parcourir, et puis c'est plus simple. Donc voilà, pour parcourir 1 mètre, je dois parcourir un demi-mètre. Vous serez d'accord avec moi que je mets un certain temps positif à parcourir un demi-mètre. Ça dépend de ma vitesse. Ouais, une devinette, ouais, un paradoxe, hein, carrément. On peut l'élever au rang de paradoxe. Parce que devinette, ça fait un peu enfantin. Une fois que j'ai parcouru un demi-mètre, il faut que je parcours la moitié du demi-mètre qui reste. La moitié de la moitié, ça fait un quart. Donc là, une fois que j'ai parcouru ce quart, qui me prend un certain temps, lui aussi positif. Une fois que j'ai parcouru un quart, il faut que je parcours un huitième. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir là? C'est-à-dire que parcourir 1 mètre,
Ça consiste à parcourir un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e. Et puis cette somme n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Et puis Zénon Délé nous dit, bien, à chaque fois, ce qui nous reste à parcourir, la moitié de ce qui nous reste à parcourir, ça se parcourt en un certain temps. En tout cas, il n'y a pas de négatif dans ces temps de parcours. Donc j'additionne un nombre infini de temps positifs, donc je mets une infinité de temps à parcourir un mètre. Sous-entendu, je ne peux pas parcourir un mètre. C'est ça qu'il nous dit Zénon Délé. Évidemment, il sait qu'il peut parcourir un mètre, donc il dit c'est un paradoxe. Alors nous, en fait, on sait déjà résoudre ce paradoxe, normalement. Parce que on sait d'abord poser les choses d'une manière un peu plus formelle, avec une grande somme, comme ça. Et ça commence par un demi. C'est finalement cette somme-là que l'on cherche à calculer. Tout le monde est familier avec la notation sigma. Je n'ai pas trop embêté avec la notation sigma, la notation somme, parce que on n'avait pas beaucoup besoin jusqu'ici, mais là, laissez-moi vous dire qu'on en a très beaucoup besoin à partir de maintenant pour tout le S3. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un point sur cette notation somme ou sigma, ou est-ce que ça va? J'ai une question, on va faire Ça va. On va faire des changements de variables avec sigma, monsieur? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans ma somme, comme dans toutes les sommes avec une notation sigma, j'ai les termes d'une suite que je peux appeler UN. Si je note UN égale 1 sur 2 puissance n, UN c'est une suite comment? C'est une suite particulière, c'est une suite extrêmement spéciale. C'est une suite Convergente. Décroissante. Avec une asymptote en 0. Tout est vrai, monsieur Weber. C'est une suite décroissante, elle est minorée par 0, donc elle converge, et même elle converge avec une limite, hein, on ne dira pas asymptote pour des nombres, on dit une limite qui vaut 0, mais j'attendais quelque chose de plus précis. Ah, c'est une suite très particulière, enfin. Par exemple, je peux vous faire remarquer que le terme UN plus 1, c'est 1 demi fois le terme UN. Chaque terme, c'est le terme précédent divisé par 2. Ça s'appelle une suite comment, ça? Très bien, monsieur Azadou, c'est une suite géométrique. Et j'aimerais que vous reconnaissiez les suites géométriques au premier coup d'œil, parce que c'est quand même plus qu'un grand classique. Hein. C'est nécessaire de savoir ça quand on est en bac plus 2 de sciences. Parce que même, je veux dire, les pires en maths, en sciences, c'est les biologistes. Même le pire des épidémiologistes débiles, même un mec qui travaille pour le gouvernement, Macron, un épidémiologiste qui travaille pour Macron, enfin là on est au top de la connerie, il sait ce que c'est une suite géométrique. Donc vous, quand même, vous savez, c'est pas possible. Hein. Donc une suite géométrique, c'est quand on passe d'un terme à l'autre en multipliant par une constante. Cette constante, on l'appelle la raison. Et donc ici, on a une suite géométrique de raison 1 demi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle décroît, puisqu'à chaque fois, on divise par 2. Et c'est pour ça qu'elle tend vers 0, puisque 1 sur 2 puissance n, quand elle tend vers l'infini, 1 sur 2 puissance n, pardon. Quand elle tend vers l'infini, ça tend vers 0. Une suite géométrique, en fait, on connaît sa somme. Ça, c'était un des grands moments de votre S1, le rappel de la somme d'une suite géométrique. Mais si le S1 c'est trop loin, c'était il y a un an, le S1, c'est terrible, vous avez tout oublié. En plus, il y a eu confinement, enfin, c'était terrible. Si le S1 c'est trop loin, mais quand même, on l'a rappelé pas plus tard qu'il y a 3 semaines, quand on a écrit le DL de 1 sur 1 moins x. On a rappelé, oui, je vous dis ça comme ça, mais on a rappelé que 1 plus q carré, et puis je m'arrête à q puissance grand n, ça faisait quoi déjà? Trop loin, mais quand même, on l'a rappelé pas plus tard qu'il y a 3 semaines, quand on a écrit le DL de 1 sur 1 moins x. On a rappelé, oui, je vous dis ça comme ça, mais on a rappelé que 1 plus q carré, et puis je m'arrête à q puissance grand n, ça faisait quoi déjà? Ben non, c'est n plus 1, mais ça ressemble quand même, c'est pas mal. On va dire que c'est le prix pour la meilleure tentative. Hein.
Oui, mais ça c'est une formule. Attendez, je souligne en rose, vous devez le connaître. Bon, vous débrouillez pour l'apprendre, parce que sinon on peut pas vraiment faire du bac plus 2 si on sait pas ça. C'est comme ça. C'est archi facile à démontrer. À mon avis, vous l'avez démontré en première tellement c'est facile. Voire avant, je ne sais pas. Ça nous dit que les grand N plus 1 premier terme, la somme de premier terme d'une suite géométrique, c'est 1 moins le premier terme que j'ai pas écrit. Q puissance N plus 1, c'est le premier terme que j'ai pas écrit. C'est-à-dire le terme qui suit le terme où je me suis arrêté, divisé par 1 moins la raison, 1 moins Q. Voilà, comme ça. Alors, vous remarquez, ça commence à 1. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que on va calculer cette somme, puis on va trouver 1, bien sûr, c'est ça notre secret. Hein. Mais du coup, si je mets Q égale 1,5, ça veut dire, regardez, là, c'est un peu ma somme, là. Somme de n égale 1 à grand N, de 1 sur 2 puissance petite n. C'est donc égal à 1 moins 1 sur 2 puissance grand N, divisé par 1 moins 1 sur 2, moins 1, parce que le 1 qui est là, je le passe de l'autre côté. Hein. Voilà. Hop, je le mets de l'autre côté, ça fait moins 1. C'est bon? Alors comment je fais pour obtenir la somme infinie là? C'est pas grand N là, c'est l'infini dans ma somme tout là-haut. Ah, il faut que je fasse tant de grand N vers la somme qui m'intéresse moi, elle va de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. La somme que j'ai calculée, ici, en jaune, elle va de n égale 1 jusqu'à grand N. Donc non, il ne faut pas que je fasse tant de grand N vers 0. Il faut que je fasse tant de grand N vers... Ça fait combien ça, si je fais tant de grand N vers plus l'infini? 1 sur 2 puissance grand N, quand n tend vers plus l'infini, c'est envers quoi? 0. Ah ouais. Ça fait combien? 1 moins 1,5? Ah bah ça fait 1,5. Puis l'inverse d'un demi, c'est 2. Dans le chapitre sur les séries numériques, c'est-à-dire des séries de nombres, le problème qu'on va se poser, c'est est-ce que ma somme de nombres tous positifs tend vers 0 est égale à l'infini ou est un nombre fini. Si cette somme de nombres tous positifs est égale à l'infini, on dira que la série diverge. Et l'abréviation, ce sera dv. Si cette somme, par contre, est un nombre fini, on dira que la série converge. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est qu'il existe des séries qui convergent, donc il faut s'enlever de l'idée que toutes les sommes de ce type-là divergent, c'est pas automatique. Et ce qu'on va voir, mais beaucoup plus en détail demain, bien sûr, ce qu'on va voir, c'est toutes sortes de critères pour savoir si ma somme converge ou bien diverge. Évidemment, si par exemple UN ne tend pas vers 0, je ne parle pas de la somme, je parle de la suite. Si la suite a une limite et que c'est pas 0, alors qu'est-ce que vous pensez de la somme de tous les termes de la suite? Qui va égal L? Non, vous n'avez pas compris. Je reprends. Il y a une grosse différence entre une suite et une série. Une suite, c'est une suite de nombres. Une suite, par exemple, c'est la suite de nombres UN. Quand on a parlé de série géométrique,
de suite géométrique, pardon. On a dit une suite géométrique, c'est quelque chose qui se présente sous la forme un égale u0 fois la raison q puissance n. Ça, c'est une suite. La série qu'on fabrique à partir d'une suite, la série, c'est la somme des premiers termes de cette suite. Alors, en général, on part de 0, mais on pourrait partir de 2 ou 3. Et mettons, on s'arrête à grand N. Cette somme-là, elle a une valeur pour chaque grand N. Ça, c'est la série. Mais vous comprenez la différence entre les deux. C'est pas du tout pareil. On dit que cette série, la suite UN, cette série est de terme général UN. Ça, c'est une définition que vous apprenez. Mais monsieur, vous n'avez pas dit qu'une série, ça finissait en... Enfin, le n, il valait plus l'infini? Alors, j'y viens. La série, c'est une suite de sommes. Vous voyez que j'ai déjà dit qu'une série était une suite. Ben oui, toute suite de nombres, on peut l'appeler une suite. Mais la série, c'est une série, donc une somme par rapport à la suite UN. Mais elle-même est aussi une suite. Ce qu'on appelle la somme partielle de la série, c'est le terme où je m'arrête à grand N. Pourquoi c'est partiel? Parce que je me suis arrêté. Et la somme tout court de la série, à condition qu'elle existe, c'est la somme de n égale 0 à l'infini. Et si on veut une définition correcte, c'est la limite quand grand N vers plus l'infini de la somme partielle. Donc la série est une suite. C'est une suite de quoi? C'est une suite de sommes partielles. Somme partielle, c'est la somme des premiers termes de mon terme général, qui lui-même est aussi une suite UN. Si la série converge, on dit que sa somme existe, et sa somme, contrairement à la somme partielle, c'est quand on va jusqu'à l'infini. Et si cette somme existe, alors tout simplement, elle est égale à la limite de la somme partielle. Ça va? Donc ça, c'est tout le vocabulaire qu'il va falloir bien maîtriser parce qu'on va l'utiliser largement. Une fois que j'ai fixé ce vocabulaire, je reviens à ma question. J'en étais là, je vais surligner en vert. Si le terme général, UN, je ne parle pas de la somme, je parle de UN, tend vers une limite qui n'est pas nulle, qu'est-ce que vous pensez de la somme? Est-ce que la série converge ou diverge? Bah, du coup, converge. Diverge, non? Madame Chia, à mon avis, vous n'avez vraiment pas compris. Il y a la suite UN, et la série, c'est la somme de tous les termes de la suite. Donc imaginez que UN, elle tend vers 2. Bah, tous les UN, au bout d'un certain rang, ils sont à peu près égaux à 2. Puisqu'ils tendent vers 2, ils vont se rapprocher de 2 à l'infini. Et si vous mettez la somme de tous les termes de la série, mais vous allez additionner presque une infinité de fois le nombre 2. Et 2 fois l'infini, ça fait L'infini. l'infini. Donc ça diverge. Ok. Ça va? Et on vient de le démontrer. J'ai pas besoin de démontrer plus que ça. On l'a démontré. Monsieur, j'aurais une question. Bien sûr. Comment on appelle en fait, au lieu de l'enseignement, on met le produit, vous voyez, le grand pi, mais c'est pour dire la multiplication. En fait, c'est l'équivalent du sigma, mais pour la multiplication. Oui, Ça existe? bien sûr. On l'appelle comment? Le produit. Grand pi.
Non, mais parce qu'ici on appelle la série avec sigma, mais avec multiplication. Ah, bah non, mais on fait pas toute une théorie des produits, hein. Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, ça va nous coûter de l'énergie de faire une théorie des séries. Si on veut une théorie des produits, on passe au log et ça devient une série. D'accord. Ok? Ok. Alors, je répète que ici, on va s'intéresser dans un premier temps à des séries à terme positif, parce que c'est ça qui est étonnant. Si on peut mettre des positifs et des négatifs, on va compenser les choses. Non, ici, on va s'intéresser à des séries à terme positif. Et quand on a des séries à terme positif, on additionne une infinité de termes tous positifs. Vous comprenez, hein? Et dans ce cas-là, on a plein de possibilités. Alors, je termine mon idée du jour, et puis on continuera demain. Si jamais le terme général de ma série tend vers 0, est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce que vous pensez de la série elle-même, somme des UN? Vous avez bien fait de mettre un point d'interrogation. Bah, en vrai, on ne sait pas, hein. Par exemple, notre suite géométrique là-haut, le paradoxe d'Achille et la tortue, Zénon délai, bah, ça convergeait. La suite, c'était le terme général, c'était 1 sur 2 puissance n, il tend vers 0, bien sûr, quand n tend vers l'infini. Et au final, on a fait les calculs, on a vraiment calculé jusqu'au bout, et on a trouvé 1, donc ça converge. Mais on n'a pas prouvé du tout que ça converge forcément. Et par exemple, on verra demain matin, mais si j'additionne les inverses des entiers jusqu'à l'infini, vous pensez que ça converge ou ça diverge cette somme, d'après vous? Ça tend vers 0, hein, les inverses des entiers. Donc le terme général, ça tend vers 0. Mais moi, je parle pas du terme général, je parle de la somme de tous les termes, la série. Quelqu'un qui a une idée? Je veux dire qu'elle converge, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Ouais, bah c'est surtout qu'elle diverge. Pas de chance. Ça, c'est quelque chose qui diverge. Vous voyez, on a la série des 1,5, 1 quart, 1 huitième, donc des 1 sur 2 puissance n. Ça tend vers 2, donc ça converge. Et par contre, cette série, qui pourtant a l'air de ressembler, diverge. Il y a quand même une différence entre les deux. C'est parce qu'il y en a un qui tend plus rapidement. Très bien, monsieur Silveraggio. C'est ce que je voulais vous montrer à tous, puis après je vous laisse partir. 1 sur 2 puissance n, ça tend vers 0 vachement vite. Je vais le dire autrement, 2 puissance n, ça tend vers l'infini vachement vite. C'est la fameuse croissance exponentielle des épidémiologistes. Alors que n, ça tend vers 0, ça tend vers l'infini tranquillement. Donc 1 sur n, ça tend vers 0 tranquillement. Vous voyez, 1,5, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, pendant que l'autre c'est 1,5, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, 1 32e. On prend son temps. Évidemment, plus le terme général tend rapidement vers 0, plus vous avez de chances que la série converge. Plus le terme général tend lentement vers 0, plus vous avez de chances que la série diverge. La question qu'on va se poser demain et dans la suite, c'est est-ce qu'on peut savoir à l'avance, est-ce qu'on peut prédire si ça converge ou ça diverge? Et puis la question subsidiaire quand même assez importante, c'est puisque plus ça tend vite vers 0, plus ça converge, est-ce qu'il y a par exemple une limite, un seuil au-delà duquel ça va toujours converger si ça tend plus vite vers 0, et en dessous duquel ça va toujours diverger si ça tend moins vite vers 0. Et s'il y a un tel seuil, est-ce qu'on peut le trouver et le calculer?